Donc ici Angélique et Scott pour KTB Radio et nous sommes là en présence de Olivier de Sépibus à la Pastille 9, rue du Portail. Et donc Olivier est artiste plasticien et photographe et il va nous parler donc de ses œuvres, de son art, de ses influences, de son parcours et on va lui laisser la parole. Bonjour Olivier. Déjà pour dire que je suis artiste en résidence ici à Serres et que au printemps prochain je vais poser une installation le long de la digue. Voilà. Et bon, pendant pas mal de temps, j'ai travaillé la forme du cube, en fait. Des cubes que je faisais selon différentes manières de construire à pierre sèche. Et donc là, là où j'expose, il y a des petites photos que l'on peut voir qui montre ces différentes installations cubiques. C'était dans la vallée de la Clarée, vers Névache, après Briançon. Et voilà, donc j'en ai fait à pierre sèche, j'en ai fait en bois, j'ai fait un cube en glace, voilà. Et donc, bon, on va dire, l'idée générale, c'est que moi, je travaille plutôt sur l'imaginaire de la montagne. Après, j'ai un autre travail, mais bon, je ne vais pas en parler parce que ce serait trop long. Donc voilà, là tout ce que je montre ici c'est sur l'imaginaire de la montagne et depuis 20 ans je travaille sur la transformation des paysages de montagne avec la fin des glaciers. Et comment cet élément qui est quand même fondateur de toute la légende des Alpes et qui était donnée comme des neiges éternelles, voilà, comme ces neiges ne sont plus éternelles, et comment un paysage est en train de se transformer complètement. Dans la perte actuelle, on dit qu'on est en train de perdre quelque chose, donc les glaciers, mais est en train d'apparaître un autre paysage qu'on a plutôt du mal à voir, à décrire, et encore moins à aimer, quoi. Puisque d'un désert de glace, on va passer à un désert de pierre. Et donc, voilà, comment envisager, comment s'approprier cet espace pour lequel, pour l'instant, on n'a aucune, on va dire, connotation positive, quoi. Voilà. Et donc, du coup, tu viens témoigner, toi, de la naissance de quelque chose plutôt que de la fin aussi de ces neiges éternelles et de ces glaciers qu'on croyait perpétuels. Okay. Voilà. Donc, merci d'employer ce terme de témoignage parce que c'est vraiment du témoignage. Et donc, voilà, pendant 20 ans, j'ai fait des photographies qui vont sortir dans un livre l'année prochaine aux éditions Guérin, au printemps prochain, j'espère. Et maintenant, voilà, je travaille sur l'émergence de ce paysage. Donc, je vais décrire une pièce qui est en exposition dans le lieu où j'expose, enfin où je suis présent, ici à Serres. Donc, c'est un fusain. C'est la technique du fusain. Alors, le fusain, c'est une branche calcinée, en fait. C'est un morceau de charbon, hein, tout bêtement. C'est tiré de l'arbre, le fusain, qui est calciné. Donc, c'est noir. Et donc, on peut dessiner très facilement avec. Ça s'efface très facilement, ça s'étale. Enfin, voilà. Il y a une très grande facilité à dessiner, à manier le fusain, voilà. Et donc, moi, je ne suis pas un dessinateur qui travaille à main levée sur le motif, etc. Donc, je travaille à partir de photographies. Donc, j'avais fait des photos d'un chaos alpin, d'un chaos, donc d'un éboulis. Je l'ai projeté sur un mur et en fait, le début du travail, donc le dessin est assez grand, hein, ça fait 1m30 sur 1m30. Et donc, le gros du travail au début, c'est de relever les proportions des rochers, etc. Et après, c'est comment dessiner de façon la plus fidèle possible et rendre de façon la plus vivante ces pierres. Et c'est une façon pour moi aussi de m'approprier justement ces paysages pour lesquels on a une connotation négative puisqu'ils sont après la perte. Qu'est-ce qu'il y a après la perte de quelque chose, voilà. Donc c'est une façon pour moi de m'approprier ces grands espaces de moraines, de pierres qui sont en train d'apparaître
comme on le voit par exemple à la mer de glace à Chamonix, où la mer de glace n'est plus que le fantôme d'elle-même. Ce n'est plus une mer et la glace, elle est vraiment beaucoup recouverte par beaucoup de pierres. Donc voilà. Et puis sur l'imaginaire de la montagne, effectivement, il y a une espèce de décalage entre cet imaginaire de la haute montagne alpine qui est toujours basé sur ces glaciers, sur un imaginaire du blanc qui est très important. Et qu'aujourd'hui, le blanc, on le voit de moins en moins. Même en hiver, il y a souvent des tempêtes du Sahara qui déposent des poussières. Donc il y a encore énormément un imaginaire du blanc, avec l'or blanc, c'est très chargé économiquement aussi. Et une très grande difficulté actuelle de pouvoir même imaginer d'autres façons de s'emparer et d'autres activités en montagne, quoi. Donc là actuellement on est face à un mur extrêmement violent, voilà, d'élus et de politiques qui refusent absolument qui refusent, qui n'envisagent pas d'autres façons de s'approprier la montagne que par le téléphérique, etc. Pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ? Mais là, ce qui est vraiment très très grave, c'est qu'ils refusent l'imaginaire, qu'on puisse imaginer autre chose. Donc c'est la preuve que l'imaginaire est un espace politique. Et c'est la preuve que les artistes ont, on va dire, ce qu'on produit, nous, artistes, on a aussi une parole politique, pas la politique, mais plutôt le politique. C'est-à-dire, on a un propos politique qui aujourd'hui, soit est renié, soit n'est pas valorisé, donc ça revient au même, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu pourquoi tu insistes qu'il y a un manque d'imaginaire dans la politique ? Non, c'est pas que j'insiste qu'il y ait un manque d'imaginaire, c'est que ce que j'insiste, c'est qu'il y a un refus d'ouverture à l'imaginaire. Et pourquoi tu trouves qu'il y a un refus ? C'est quoi l'évidence de ce refus ? C'est intéressant, mais j'aimerais comprendre. Par exemple, maintenant il n'est plus président de la région Rhône-Alpes, mais Wauquiez, quand il est arrivé au président de la région Rhône-Alpes, a investi des millions et des millions dans des lacs colonnaires, donc des lacs artificiels, pour recueillir de l'eau et pour alimenter comment on appelle ça, les canons à neige. Voilà. Donc, quand on met des millions là-dedans, c'est autant de millions que l'on ne met pas ailleurs pour permettre d'investir autrement l'espace de la montagne. Donc on n'est même plus. Alors, quand aujourd'hui on se retrouve dans des positions où aléa du direct. Et ici, dans la rue, à Sescate de Serre, on fait de l'espace pour le passage d'un de ces objets néfastes qui détruisent la planète. Voilà, mais il est passé, on revient à l'artiste. Ouais. Non, mais voilà, en fait, ça se joue réellement à un haut niveau, quoi. C'est pas uniquement notre niveau à nous d'avoir une voiture ou pas. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, c'est calculé. Hein. Nous, chacun de nous, individuellement, on peut intervenir sur 25% de l'économie que l'on pourrait faire sur notre dépense de CO2. Mais ça veut dire que les 75% d'économies qui pourraient être faites, c'est au niveau national, c'est au niveau des investissements qui sont différents, qui sont faits actuellement. Donc c'est pas investir dans la voiture électrique, mais ça serait investir dans les transports en commun. Voilà. Et le monde est différent. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement toute une économie est basée sur le sport hivernal, où on est tiré par des remontées mécaniques, et imaginer une autre façon d'envisager ou de s'approprier l'espace de la montagne est impossible.
est absolument impossible. Merci, j'ai compris. Ok. Bon, peut-être on revient sur l'art. Oui, mais c'est ça, l'art est politique. Oui. Voilà, Scott de Serres encore. Et j'aimerais bien si tu pourrais décrire un des œuvres que tu as ici pour les auditrices et les auditeurs qui peuvent peut-être pas être là. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai décrit, c'est donc le grand fusain dans lequel je décris, enfin je dessine un chaos alpin, puisque c'est le nouveau paysage qui est en train d'apparaître en haute montagne. Et cette œuvre avec les ficelles. Alors voilà, alors là avec les ficelles c'est rigolo parce que c'est une œuvre que j'ai faite un peu rapidement. Donc c'est des relevés juste. Donc pour la décrire, c'est une montagne. C'est dessiné et je n'ai gardé que les courbes de niveau. Donc voilà, c'est sur un fond blanc. Il n'y a que les courbes de niveau que j'ai redessinées. Et au bout du dessin des courbes de niveau, lorsque les courbes de niveau se terminent, on va dire, j'ai continué par des bouts de ficelle. Et donc le bout de ficelle, évidemment, ça tombe, quoi. Et donc visuellement, quand on regarde le dessin, on voit les courbes de niveau et puis le dessin se termine par une ficelle qui tombe. Donc là, il y a plein de ficelles qui tombent, voilà. Et donc l'idée qui m'était apparue, c'était à l'époque où on parlait pas mal d'effondrement, etc. Donc l'effondrement, c'est un futur dont on ne voit pas, enfin dans l'horizon, on ne voit pas, on n'a pas d'image. C'est ça, un effondrement, l'image s'écroule. Il y a un écroulement de l'image, on ne sait pas vers quoi on va, il y a une obstruction de cette image-là. Donc voilà, je l'ai comment dire, donc cet écroulement ou cette chute de l'horizon, je l'ai interprété par ces fils qui tombent, quoi. Voilà. Cette œuvre s'appelle Les horizons effondrés, un truc comme ça. Et est-ce que tu pourrais parler de ton parcours, comment tu as commencé de t'engager dans les arts? Moi, ça fait très longtemps parce que depuis mon adolescence, je veux être photographe. Au début, je voulais être photoreporter. Et puis, c'est ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Donc, j'étais plutôt photographe documentaire. Je travaillais plutôt sur des problèmes sociaux. J'ai travaillé à Marseille. J'ai fait un livre sur les immigrés à la retraite, les Chibani, ce qu'on appelle les Chibani, dans un quartier à Belzins. Donc voilà, moi, depuis le début, j'ai un propos politique à travers mon travail. Donc, ce propos politique, je continue à l'avoir. Après, sur d'autres questions dans nos relations au monde, au vivant, à la montagne, mais c'est toujours creusé dans un propos politique dans lequel aujourd'hui on n'a pas toutes les solutions actuelles politiques au plus haut niveau de l'État, etc. Actuellement, il nie honteusement la situation écologique et c'est instrumentalisé, c'est absolument honteux, quoi, ce qui se passe actuellement. Donc voilà, actuellement, c'est nous les artistes qui portons ça, pas que les artistes, il y a beaucoup de gens des militants, etc., qui sont impliqués là-dedans, mais l'importance de l'art, c'est de lui donner aussi une forme sensible, une expressivité poétique qui ne soit pas dans la description scientifique, qui ne soit pas dans la revendication militante, mais qui soit aussi dans une poétique qui permet parce que notre relation au monde a toujours été poétique. Et comment dire, quand l'émotion devient forte, que ce soit pas que de la colère, que ce soit pas que de la revendication, mais que ça soit aussi... Créatrice aussi. Enfin, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, l'énergie créatrice, mais qui soit de l'ordre où on donne... ça peut être aussi de l'ordre de la prière, tu vois, ça peut être... donner une relation spirituelle à notre monde lorsque la relation spirituelle n'est pas un dogme religieux, quoi. Donc, on a une relation spirituelle au monde, et ça, il faut pouvoir aussi l'exprimer. Donc, ça passe par le poème, ça passe par le chant, ça passe par la danse, par tout ça. Plutôt que d'une origine créatrice, d'être dans une pulsion de vie, plutôt que dans une pulsion de mort. Et pour rejoindre tes propos tout à l'heure, du coup, de donner à voir, de témoigner de ce qui naît de cet effondrement.
de la montagne, entre autres. Voilà, c'est-à-dire qu'après ces neiges éternelles qui ne le sont plus, apparaît donc les chaos, et de témoigner de ça. Donc, voilà. Oui, mais enfin, ceci dit, en fait, ce qui me gêne dans ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de repousser la mort, alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a plutôt, et le Covid en a été témoin, c'est qu'on doit réintégrer pleinement la relation à la mort dans notre quotidien. C'est pas uniquement, voilà. Et donc, du coup, valider le fait que les glaciers sont en train de disparaître, qu'ils sont en train de mourir, qu'il y a une relation au deuil aussi qu'il s'agit de mettre en place, et que ce deuil qu'il faut mettre en place, ça demande aussi de l'exprimer. Et comment l'exprimer en dehors de la colère, en dehors de la revendication. Donc après, il faut mettre en place des poèmes qui permettent de le dire, de dire le deuil. Et en disant le deuil, ça permet aussi d'ouvrir d'autres horizons. Et donc il y a toujours une renaissance après le deuil, évidemment. Après la catastrophe, après je sais pas quoi, il y a toujours une renaissance. Donc ça là-dessus. Mais c'est de ça aussi qu'il faut. Comment dire, pouvoir exprimer quelque chose qui renaît, il faut aussi travailler sur la relation à la disparition et au deuil. Intégrer que c'est une étape et que c'est inhérent en fait à la vie. Voilà. Et c'est par le deuil qu'on va renaître. Donc ne pas le mettre de côté, ne pas l'éloigner de notre. C'est pour ça que moi, je suis assez sceptique sur toutes les relations. Je veux dire, là actuellement, ça se focalise beaucoup sur la relation à l'animal, où on est anti-chasse, où il faut plus les tuer, etc. Et souvent, on confond, à mon sens, le massacre et le fait de tuer un animal. Pendant très longtemps, dans les fermes. On tuait un animal et on ne le massacrait pas, on tuait un animal pour telle raison, on lui demandait l'autorisation de le tuer et on tuait un animal et on prenait soin de tous les autres animaux. Et pour perpétuer la vie. Oui, en fait, voilà, ça fait partie du cycle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a une tendance aussi à repousser la mort toujours plus loin. Et comme on l'intègre plus à travers le vieillissement de nos générations, de nos parents, etc., comme on l'intègre plus dans notre vie, et du coup, on est complètement démunis lorsque la mort nous tombe dessus, réellement. Et ça, c'est vraiment dramatique. Enfin, oui, et là, actuellement, on est dans cette société de la performance, du paraître, etc., dans laquelle la mort n'a pas de place du tout. De la consommation, consommer, il n'y a pas de... Voilà. Dans une boucherie, le cadavre n'existe plus. C'est un morceau d'une pièce, voilà. Alors que si on mangeait des cadavres, je pense qu'on aurait une relation à la viande autre, et bien autre. Et du coup, on aurait un soin à la bête que l'on va manger. Et là, actuellement, voilà, donc cette relation à la mort. Et donc, la relation à la montagne et cette montagne qui est en train de changer, il y a une relation à la mort à laquelle moi, je ne veux pas me soustraire, exactement. Il faut en parler de la mort de cette montagne-là, et c'est aussi la mort de toute une pratique, parce que moi j'ai grandi dans les stations de ski, je fais énormément de ski dans les stations, dans les Hautes-Alpes, etc. Donc c'est comment on a une capacité à renouveler nos pratiques. Et on a vu, par exemple, par rapport à la montagne, on a bien vu pendant le Covid, pendant une saison, les stations ont été fermées. Génial! C'est pas pour autant que les gens ne sont pas allés en station. Et c'était génial. Ils ont découvert la montagne autrement, puisque je suis saisonnière aussi depuis quelques années, et les gens ont découvert la montagne autrement. Ils sont revenus à des pratiques, le ski toujours, bien sûr, tout a repris sa place, mais à ce moment-là, effectivement, ils redécouvraient quelque chose, ils découvraient ou redécouvraient quelque chose. Et les gens s'organisaient, ils faisaient de la luge, ils faisaient se balader. De la randonnée, des raquettes, c'était génial. Le paysage voilà. Consommé comme il l'a consommé avant. Voilà. On ne consomme pas la montagne.
Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, tous les commerçants, les hôteliers, etc., ils travaillaient. C'est-à-dire que ça n'a pas détruit du tout des emplois, l'économie touristique, sauf que toute l'économie, par contre, de l'exploitation des tire-fesses, etc., eux, ils ne fonctionnaient pas. Et c'est ça, et les canots à nage, eux, ils ne fonctionnaient pas. Et donc, on peut très bien investir, c'est vraiment la preuve qu'on peut très bien investir des pratiques tout à fait différentes et dont la relation à la montagne sera tout aussi, on va dire, merveilleuse. Enfin, je sais pas, la relation, on va dire, magique ou merveilleuse à la montagne sera préservée, on va dire, mais différente. Et la différence, c'est que il n'y a plus de téléski, et quand il n'y a plus de ski, il n'y a plus de millions qui rentrent dans la caisse de certains. Et ça, c'est vraiment, actuellement, c'est à ça à laquelle on est. Bon, c'est Scott qui interrompt, parce que même si d'habitude je préfère les discussions de ce genre, mais je crois qu'on a l'obligation un peu de revenir sur l'art. Et puis on est bientôt à la fin de l'interview, il nous reste 4 minutes, donc est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a puis-je proposer, par exemple, je te coupe, mais comment on peut découvrir tes projets ? Mon nom, alors mon nom est un peu difficile à écrire, mais si on va sur n'importe quel moteur de recherche, et pas du tout Google, et tous les autres, ça fonctionne très bien, Olivier-2-DE-Cepibus, alors c'est SEPIBUS, et comme je suis un peu tout seul sur la planète à m'appeler Olivier de Cepibus, c'est très facile, on trouve très facilement mon site et tous mes projets annexes. Voilà, il devrait y avoir un livre qui devrait sortir aux éditions Guérin au printemps prochain. Et puis, certainement d'autres expositions. J'ai une newsletter, on peut s'y abonner, voilà. Mais ne me cherchez pas sur Facebook ou n'importe quel autre. Je ne suis pas présent. Je ne valide pas, je ne cautionne pas par mes clics leur présence de ces milliardaires. On va te remercier grandement, et pour nos auditrices, du coup vous retrouvez Olivier Pastille 9 rue du Portail à Serres. On va rendre l'antenne, mais bien sûr on vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de cette interview sur le site de KTB Radio et sur l'application KTB. Merci beaucoup Olivier. Merci.